Bien, mesdames, messieurs, merci de vous installer ou de finir de vous installer. Nous allons commencer la deuxième table ronde dont vous connaissez le sujet. Quelle coopération entre les mises en cause et l'AMF? Enjeux et pratiques de la coopération durant les phases d'enquête ou de contrôle et de sanction. Alors, juste avant de commencer, je voudrais profiter de mon privilège d'être ici au milieu pour remercier très vivement les participants à la première table ronde. Ce n'est pas aussi souvent que ça qu'on entend des commentaires aussi pénétrants sur des décisions auxquelles on a participé. Et je veux dire que les occasions de comprendre ce qu'on a nous-mêmes décidé sont toujours précieuses à saisir. Donc merci beaucoup à eux. Et maintenant, je remercie aussi les participants de la deuxième table ronde. Je voudrais faire 3 remarques sur le sujet. D'abord, c'est un sujet que nous avons entendu d'une manière très large. Évidemment, la première ligne de titre, c'est les mises en cause, mais nous allons évidemment nous interroger sur les enjeux et les pratiques et les règles de la coopération dans la phase d'enquête, évidemment, pas simplement après la notification de grief, donc dans la phase d'enquête, et c'est certainement dans la phase d'enquête que c'est le plus crucial, si je puis dire. Donc, premier point. Deuxième point, observer que cette notion de coopération, elle est elle-même par nature très, très large, très englobante, parce que bien sûr, elle est saisie par le droit, en ce sens qu'il y a des règles qui sont relatives à l'obligation de coopérer et qu'il y a des sanctions à la clé, mais forcément, elle se réfère à des comportements, à des pratiques, à des attitudes, à des éléments presque de psychologie, c'est-à-dire des éléments qualitatifs, et sans doute moins faciles à saisir que le strict respect de la règle, et je crois que c'est une dimension de notre sujet. Et puis, troisième remarque, il me semble que c'est une notion qui est évolutive, puisque la législation change, les règles changent, le contexte dans lequel les procédures d'enquête et de contrôle s'inscrivent change. Et il me semble que, mais ça sera un point qui sera peut-être vérifié ou non par nos propos, cette évolution va dans le sens d'une appréciation de plus en plus personnalisée des comportements, et notamment des comportements de coopération ou de non-coopération. Et on verra si les circonstances font qu'il est possible de prendre aussi facilement en compte le côté positif de la coopération que le côté négatif avec les manquements à la coopération. Voilà un petit peu ce cadrage général. J'en dis pas plus sur le fond pour vous annoncer les 3 temps. Le premier temps sera justement un cadrage fondamental sur le régime juridique de la coopération. Le deuxième temps portera plus sur les aspects pratiques de la coopération. Et en forme de troisième temps et de conclusion, bien sûr, ce que vous attendez tous, l'impact de la coopération ou du défaut de coopération sur le résultat final, c'est-à-dire éventuellement la sanction. Alors le premier temps sur le cadrage sur les fondamentaux, si je puis dire, les fondamentaux du régime, donc sur les éléments principaux et puis les évolutions récentes. Je remercie chacun des intervenants de se tenir à 5 minutes, peut-être 1 minute ou 2 de plus s'il prévoit de compenser par la suite, ce qui sera strictement évalué. Et je donne tout de suite la parole à M. Benoît de Juvigny, inspecteur des finances et, comme chacun le sait, secrétaire général de l'AMF depuis déjà de longues années. Benoît, c'est à vous. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à tous. Donc, j'ai le privilège de commencer. Je vais essayer de vous rappeler rapidement en introduction de cette table ronde quelles sont les règles et les textes qui fonctionnent actuellement pour inciter à la coopération. Il est évident que les services de l'AMF, tant les services d'enquête et de contrôle, attendent une bonne coopération de toutes les personnes visées par les enquêtes et les contrôles, tout en veillant au respect des droits de la défense. Les textes en vigueur, c'est ce que le président Garamengue vient de dire, sont plus en faveur d'incitations négatives qui sanctionnent le refus de coopérer plutôt que des incitations positives. Qu'est-ce qu'il y a dans ces incitations négatives? Eh bien sûr, et je commence par l'entrave. L'entrave, c'est le délit d'entrave qui est codifié au L642-2 du COMOFI, qui vise toute personne qui met obstacle à une mission d'enquête ou de contrôle et qui communique des renseignements inexacts. C'est un concept très large. En pratique, il était peu utilisé car il suppose le concours du parquet et une décision d'une juridiction. 2 cas de jurisprudence seulement. Docamp 2006, une bande-son endommagée par un tournevis. Prologue 2010, un faux ordre de vente avec une date trafiquée au Tipex. L'AMF a souhaité et obtenu du législateur qu'en complément de ce délit d'entrave existe un manquement administratif d'entrave. Cela a été obtenu en 2 étapes. D'abord pour les enquêtes,
c'est la loi SRAP de juillet 2013. Et ensuite, pour les contrôles, c'est la loi Sapin 2 de décembre 2016. Le manquement d'entrave fait l'objet d'une définition plus restrictive que celle du délit. Il vise un refus de coopération avec 5 types de situations précises: refus de donner accès à un document, de fournir une copie d'un document, de communiquer des informations, de répondre à une convocation ou de donner accès aux locaux professionnels. Ce manquement d'entrave, évidemment, les services d'enquête et de contrôle vont l'utiliser d'une manière proportionnée, sélective. Il y a eu un seul cas, pour l'instant, assez récent de jurisprudence. C'est le cas que Marie-Hélène Tric a évoqué dans son discours introductif, la décision Montagne et Neige Développement du 7 mai 2018. Il s'agissait le jour de l'arrivée des enquêteurs dans une société, d'une demande de communication d'une messagerie professionnelle. Elle a été remise le lendemain en assurant qu'elle était complète. En fait, il y avait eu dans les 24 heures la suppression de 38 000 emails juste dans cet intervalle. Donc ceci a fait l'objet d'un manquement d'entrave dans cette décision de la commission des sanctions. Il est probable que d'autres cas de manquement d'entrave, tant en matière de contrôle que d'enquête, soient présentés dans les mois qui viennent à la commission des sanctions. Pour les contrôles, il y a d'autres types de règles qui visent à favoriser cette coopération. C'est important parce que les contrôles, comme vous le savez, visent les entités régulées, les sociétés de gestion, les entreprises d'investissement ou les CIF. Il existe en particulier un dispositif ancien, codifié à l'article 143-3 du règlement général, qui demande aux personnes contrôlées d'apporter leur concours avec diligence et loyauté. Là aussi, 2 cas de jurisprudence très récents. Il y en a eu un cas il y a 5 ans dont je ne parle pas puisqu'on n'a pas été soutenu par la commission des sanctions. Les 2 cas récents, c'est un CIF, Conseil patrimoine et finances, décision du 11 avril, où il y avait notamment des listes de clients qui très significativement bougeaient au fur et à mesure du contrôle. On a voulu également, par ce message, rappeler au CIF que les règles du jeu en matière d'obligations professionnelles s'appliquaient également au CIF. Deuxième décision, elle concerne IG Market, elle est du 25 juin 2018 donc, et là c'est aussi une accumulation chez un grand prestataire de délais très conséquents pour remettre des pièces, et puis parce que nous avions par exemple 60 demandes, 40 jours en moyenne, 9 cas à plus de 100 jours, des documents incomplets ou qui présentent des anomalies qui les rendent inexploitables. En matière de contrôle, je rappelle également, même si ce n'est pas directement à l'intérieur des contrôles, mais que nous avons en amont des obligations de faire part aux régulateurs, ACPR ou AMF, des incidents significatifs qui peuvent exister au sein d'une entreprise d'investissement ou d'une société de gestion. C'est important pour nous et ça fait partie d'une obligation professionnelle. Elle a même été récemment réécrite en ce qui concerne les sociétés de gestion, où depuis le début de cette année, il y a une déclaration sans délai des incidents de nature à pouvoir faire perdre plus de 5% des fonds propres réglementaires. Dans ce cas-là, il y a une dénonciation à l'AMF donc, qui est requise. Voilà les incitations que j'appelais plutôt négatives. Maintenant, et pour finir, les incitations davantage positives, c'est essentiellement le nouveau règlement abus de marché, article 31 pour les enquêtes. La même règle s'applique pour les contrôles. Elle est à l'article 621-15-3 du COMOFI, en matière donc de sanctions administratives pour déterminer leur niveau et leur type. Les autorités tiennent compte du degré de coopération de la personne responsable. Mais en même temps, ce texte ajoute le cas échéant, donc il ne s'agit que d'une faculté, et ce texte ajoute également sans préjudice de veiller à restituer l'avantage du manquement. Bien évidemment, donc par conséquent, l'autorité de poursuite, le collège, peut prendre en compte ce degré de coopération au cas par cas. Enfin, les procédures d'enquête ou de contrôle peuvent aboutir devant le collège à une demande d'avoir recours à la composition administrative. Ça ne fait pas, il y a une doctrine d'emploi de cette composition administrative, plusieurs critères qui ont déjà été publiés qui existent, mais en plus, il est évident qu'une composition, le recours à la composition administrative sera plus facilement envisagé parce qu'il s'agira de négocier des remédiations avec l'entité, contrôlée dans la plupart des cas,
Et donc, si elle a bien coopéré pendant le contrôle, c'est plus facile d'envisager cette composition administrative compte tenu de cette perspective de négociation, de remédiation. Merci beaucoup, Benoît, et notamment pour votre concision remarquable. Bon, nous avons commencé avec vous puisque vous êtes de l'AMF et que nous sommes à l'AMF, mais nous aurions pu et peut-être même dû commencer par, à tout seigneur, tout honneur, le pénal, puisque en matière de cette notion de délit d'entrave, je crois que c'est lui qui a posé depuis très longtemps les fondamentaux. Et peut-être poser la question à M. Blachon de savoir comment se présente un principe qui intéresse tout le monde, et pas simplement une partie de la salle, mais comment fonctionne le principe dit de non-auto-incrimination, ou le droit pour les personnes de ne pas contribuer à leur propre incrimination. En vous remerciant tout de suite, j'indique que vous êtes magistrat, bien sûr, premier vice-procureur au parquet national financier. Écoutez, merci. Alors, votre interrogation est une interrogation fondamentale, bien entendu, et c'est aussi une interrogation d'actualité. Parce que vous évoquiez le délit d'entrave. Traditionnellement, les interrogations autour de la répression de l'opposition à fonction, puisqu'on l'appelle aussi comme ça, opposition à fonction, qu'elle soit administrative ou judiciaire, hein, peu importe le registre, se limiter au champ d'application de la répression, d'une part, et également à la détermination du comportement du contrôleur et de la personne contrôlée. Autrement dit, on s'interrogeait jusque-là sur le point de savoir si le contrôle était susceptible de porter atteinte au secret professionnel, était susceptible de porter atteinte aux libertés individuelles, mais on s'interrogeait aussi pour finalement savoir ce que revêtait finalement cette idée d'obstruction, d'abstention, de manœuvre dilatoire, de diligence normale qui sont attendues du contrôleur. Ce sont des interrogations finalement assez classiques. Et je crois que, alors peut-être que je me trompe, mais je crois que la multiplication des autorités de régulation, hein, qu'elles soient autorités administratives, qu'elles soient établissements publics, qu'elles soient agences, peu importe, et la jurisprudence de la CEDH ont déplacé le champ des interrogations pour l'amener notamment sur deux questions fondamentales. Une question, c'est le point de savoir si notamment la répression de l'opposition à fonction est conforme aux normes constitutionnelles, notamment au principe d'égalité. Et une deuxième interrogation, qui est celle que vous venez d'évoquer à l'instant, c'est de savoir dans quelle mesure, justement, ce délit est compatible avec le droit à la non-incrimination. Comme vous savez, droit qui a été posé par la Cour européenne des droits de l'homme. Sur le premier point, rapidement, sur la question de savoir si finalement la coexistence de deux procédures de sanctions, une procédure administrative et une procédure judiciaire, que la plupart du temps, ceci correspond au schéma qui existe à l'intérieur des administrations de contrôle, savoir si finalement l'existence de ces deux procédures est conforme aux principes constitutionnels. Et là, vous avez finalement le droit fiscal qui nous donne un indice, puisque sur la base des deux manquements qui existent en droit fiscal, puisqu'il existe à la fois une sanction fiscale et une sanction pénale pour réprimer l'obstacle à fonction, eh bien les juridictions nous ont donné un indice, plusieurs indices, et notamment donc le Conseil d'État qui saisit à plusieurs reprises a considéré que la sanction administrative qui vient au support évidemment du manquement, de l'obstacle à fonction administratif, eh bien, n'était pas une sanction pénale. C'était sa première réponse. Et une deuxième est arrivée un an plus tard, c'est-à-dire je crois en 2017, où il a considéré que l'existence des simultanés des deux sanctions n'était pas non plus contraire au principe d'égalité tel qu'il est posé par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Autrement dit, l'existence dans notre ordre juridique interne de deux manquements, un à vocation pénale et l'autre à vocation administrative, est conforme à notre ordre juridique tel qu'il est posé, évidemment, en son sommet par la Constitution. Deuxième point, deuxième question, celle de savoir si l'opposition à fonction est conforme au droit de ne pas s'auto-incriminer. Rappelons en deux mots que ce droit-là a été posé par la Cour européenne des droits de l'homme donc en 1993. La question est de savoir donc désormais si ce droit-là peut fonder la possibilité ou le droit de s'opposer aux opérations de contrôle par les autorités qui sont dotées de tels pouvoirs. Je rappelle pour mémoire qu'en droit interne,
ce droit à la non-auto-incrimination, lui, est fondé, en tout cas par le Conseil constitutionnel, sur l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme, qui est relatif à la présomption d'innocence. Et pour répondre à cette question, finalement, il suffit un peu de revenir sur les premiers arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme, et notamment un arrêt de 1996. C'est l'arrêt Sanders contre Royaume-Uni, dans lequel la Cour précisait que ce principe tient notamment à la protection de l'accusé contre une coercition abusive de la part des autorités. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, tout simplement, il va falloir tenir compte du degré de coercition pour apprécier, justement, s'il y a lieu ou non d'appliquer le principe de non-incrimination, en tout cas si celui-ci peut s'opposer au contrôle des autorités administratives. Et quand on continue de lire la décision, on découvre que, selon la Cour européenne des droits de l'homme, le droit, ce droit-là, ne s'étend pas à l'usage de données que l'on peut obtenir en recourant à des pouvoirs coercitifs, mais, et c'est là toute la subtilité, données qui existent indépendamment de la volonté du mis en cause. Et cette idée-là qu'on trouve dans la décision de la Cour européenne des droits de l'homme, on la retrouve dans une décision du Conseil constitutionnel qui, à l'occasion d'une QPC relative au prélèvement génétique et biologique, a considéré que cette obligation qui s'impose aux mises en cause de se soumettre à ces prélèvements, obligation pénalement sanctionnée, eh bien, n'impliquait pas une reconnaissance de culpabilité et dès lors n'était pas contraire au droit de ne pas s'auto-incriminer. Plus proche encore de nos préoccupations, c'est la décision du Conseil constitutionnel de 2012, du 27 janvier 2012, qui a considéré que les dispositions de l'article 65 du Code des douanes, qui leur permettent, vous le savez certainement, d'exiger la communication d'un certain nombre de documents relatifs aux opérations qui intéressent leur service. Eh bien, le Conseil constitutionnel a considéré que ces dispositions-là ne connaissaient pas le droit de s'auto-incriminer. Vous avez une seconde décision, peut-être plus importante, qui est intervenue le 8 juillet 2016 et qui concerne l'autorité de la concurrence. Dans cette décision, le Conseil constitutionnel a considéré que exiger la communication d'informations et de documents qui tend à l'obtention et non à l'aveu de la personne contrôlée de documents est nécessaire à la conduite des enquêtes de l'autorité de la concurrence. Et pour finir, je citerai juste une décision de la Cour de cassation qui a à peine un an, une décision du 6 décembre 2017, qui a rappelé qu'à l'occasion d'une affaire de fiscalité indirecte, qui a considéré que le droit de ne pas s'auto-incriminer n'impliquait pas celui de s'opposer aux opérations de contrôle et de constatation qui sont là pour garantir le recouvrement de l'impôt. Voilà rapidement dessiné, en tous les cas, l'état du droit au plus haut niveau qui met en rapport justement ce délit d'entrave et le droit de ne pas s'auto-incriminer. Merci beaucoup pour ce panorama très, très éclairant, appuyé sur un matériel jurisprudentiel déjà assez riche. Je voudrais simplement et tout de suite demander à une personne qui est impliquée dans une autre autorité administrative comment est-ce que ces principes et l'articulation se fait entre ces principes, comment se fait à l'intérieur de son établissement, de son autorité. Il s'agit de Madame Sophie Brény, qui est chef du service des investigations à l'autorité de la concurrence. Je vous remercie. Bonjour à tous. Alors, à l'autorité de la concurrence, le système qui a été mis en place par le Code de commerce est relativement similaire à une ou deux exceptions près à celui de l'AMF. C'est-à-dire qu'on a bien un délit pénal qu'on appelle opposition à fonction et on a la possibilité de sanctionner pour obstruction les entreprises. Avec une particularité spécifique, c'est la possibilité aussi de prononcer des astreintes. En ce qui concerne l'opposition à fonction, c'est le même constat que pour l'AMF, très peu de cas, un seul cas. Alors ce qui est assez surprenant, c'est que c'était dans le domaine bancaire. Une opposition à fonction où les représentants de la banque ont dit que la personne, un des salariés qui était visé par l'enquête, n'avait pas de bureau dans les locaux, ce qui s'est avéré faux, qui n'ont pas transmis des données informatiques qui avaient été mises sur un disque dur et l'ont donné trié
plusieurs heures après. Et donc là, il y a eu une sanction, mais la sanction est extrêmement faible. Mais par contre, c'est la personne physique qui est sanctionnée, 5 000 € chacune, alors que le montant maximum peut être de 300 000 et de la prison avec sursis. Donc ça, c'est le seul cas. C'est vrai qu'on utilise assez peu cette opposition à fonction, sauf si vraiment une personne physique s'est lancée dans une épreuve de force, qui arrive assez rarement dans les contrôles. En revanche, on a également la possibilité, et là c'est le collège de l'autorité, puisqu'il y a un principe de séparation entre l'instruction à l'autorité qui est faite par le rapporteur général et ses services, et le collège qui peut sanctionner. Et donc on peut proposer au collège la sanction pour obstruction. Et là c'est assez intéressant comme modalité, puisque la sanction peut aller jusqu'à 1% du chiffre d'affaires mondial hors taxe. Donc c'est dissuasif. Pourquoi? Alors ce texte existe depuis longtemps, il existe depuis 2008, il a été mis en œuvre une seule fois à ce jour en 2017 dans le cadre d'un dossier où l'entreprise concernée a écopé d'une amende de 30 millions d'euros pour obstruction. Alors l'obstruction c'est quoi? C'est donner des renseignements incomplets, inexacts, communiquer des pièces qui ont été dénaturées, ou ne pas communiquer dans les temps, et là en l'espèce c'était le cas. Elle avait refusé de donner un certain nombre de documents et communiquer des pièces qui étaient dénaturées. Alors pourquoi l'importance de cette sanction? Parce que 30 millions ça peut paraître énorme. Eh bien, cette entreprise avait été sanctionnée par l'autorité de la concurrence quelques années auparavant dans un autre dossier antitrust où elle avait écopé d'une amende de 53 millions d'euros. Donc elle s'est dit, probablement, hein, mais ça peut être un moyen qu'elle préférait ne pas donner les documents plutôt qu'obtenir à nouveau une sanction dans un dossier de cartel, parce que les sanctions peuvent monter très très vite dans les dossiers de cartel. Or, en mettant des sanctions aussi importantes, ça dissuade les entreprises de ne pas fournir les informations. Et la dernière possibilité, c'est de prononcer des astreintes. Alors, les astreintes, c'est 5% du chiffre d'affaires journalier si une entreprise refuse de communiquer des documents dans un certain délai. C'est-à-dire qu'on peut prononcer, vous aviez 15 jours, vous ne l'avez pas fait, et cette astreinte, ça n'a jamais été le cas jusqu'à présent. Alors, la petite parenthèse que je voulais également préciser, c'est que ce système est inspiré de la Commission européenne et donc de la Direction de la concurrence européenne, qui depuis longtemps utilise ces moyens-là pour que les entreprises acceptent les vérifications, parce qu'eux n'ont pas la possibilité de faire des perquisitions. C'est-à-dire que pour eux, un bris de scellé, par exemple, eh bien, ça a coûté à E.ON 38 millions d'euros. Et c'était un bris de scellé lors d'une opération par négligence. C'est-à-dire que l'entreprise a pu démontrer qu'il y avait une négligence et que c'était vraisemblablement le personnel de ménage qui avait brisé le scellé et que rien n'avait été subtilisé. Mais il n'y a pas d'élément intentionnel dans l'obstruction. Et les cas se sont répétés au niveau de la Commission européenne. Ce que je voulais vous dire, c'est que dans la décision Brenntag de l'autorité de 2017 pour obstruction, ce qui est intéressant, c'est que l'autorité souligne, enfin le collège, que l'obstruction, c'est le pendant de l'obligation de collaboration active et loyale qui pèse sur les entreprises poursuivies. Donc ça explique bien quel est le système mis en place. Et dernier point que je vais développer, et je fais très vite, c'est qu'on constate depuis quelque temps, alors qu'on avait dépénalisé le droit de la concurrence, et je pense que ça a été le cas aussi à l'AMF, je ne sais pas, mais je pense, à une repénalisation progressive de ce droit, notamment dans les auditions qui sont faites, dans certains cadres. Et ça, c'est lié à des directives, une directive de 2012 qui est relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales, donc qui ne s'applique pas à une autorité administrative indépendante a priori, mais qui oblige un certain nombre d'autorités à notifier les droits dans des cas bien spécifiques pour certaines auditions. Notifier les droits, article 61.1 du Code de procédure pénale, c'est-à-dire vous avez le droit de vous taire,
vous avez le droit de quitter les lieux si la personne est suspectée d'avoir pris une part personnelle et déterminante dans l'infraction. Seulement dans ce cas-là. Et ça, c'est une spécificité qu'on voit revenir dans un certain nombre de droits, inspection du travail, environnement également. Voilà. Merci beaucoup. Je vous propose maintenant de prendre connaissance d'un exemple étranger, puisque nous avons la chance d'avoir parmi nous M. Andrew Cottrell, qui est Head of Law Policy and International à la FCA, qui est l'organisme homologue de l'AMF. Monsieur Cottrell, je voudrais vous poser simplement la question de savoir comment se combinent en Grande-Bretagne d'abord ces obligations de coopérer aux enquêtes et au contrôle, et puis les grands principes, celui de ne pas s'auto-incriminer, droit de la défense, etc. Merci. Ladies and gentlemen, good afternoon. Thank you, Mr. Chairman. Thank you to the Enforcement Committee for the kind invitation today. I'm very happy to be here, especially in such an esteemed company, both in front of me and beside me. I would love to be presenting to you in French, but regrettably that's not possible, so thank you to the translators wherever you are. You're doing a fantastic job. I've also brought a husky voice with me through the Channel Tunnel, so please bear with me. In preparing for today's event, I was asked initially to say something about the context of the FCA. I'm conscious that I'm outside the jurisdiction here, so what I will endeavour to do is to tell you something about who we are, what we do, and then during the 3 sessions that I have, I will explain cooperation, how the cooperation arises in the context of dealings with the FCA, how we grapple with those issues, and what the implications of that can be. So let me start briefly with jurisdiction, who we are, what we do. The FCA is responsible in the UK for the regulation of conduct for a wide range of financial services. So we have banking, insurance, fund management, financial advice and lending to consumers. And we're also responsible for regulating the issuing and trading of securities on public markets. As many of you will know, we regulate alongside the Bank of England and the Prudential Regulation Authority, the PRA in particular, who have responsibility for prudential regulation in relation to deposit takers, investment banks, and insurance companies. The FCA retains prudential responsibility for others engaged in the financial services sector. We have a broad range of powers, as you might expect. They are supplied primarily under the Financial Services and Markets Act, which we call FSMA. There are many others, but the core statute remains FSMA. Anyone who wishes to provide financial services in the UK will require authorisation, unless they're coming in through passport, and either the FCA or the PRA will provide that authorisation. Once a company is authorised, then both the company and, in certain circumstances, employees will be subject to certain rules under FSMA, but also rules that we actually create. One of the most important rules that I'll be talking about a little later this afternoon is the rules set out under our Principles of Business. Principle 11 sets out the obligations on those that we authorise both to cooperate with us and to notify us of matters of which we ought to be made aware. I ought to mention that the FCA now has a competition jurisdiction. That's relatively new. I'm not a competition lawyer, and I'm not going to start going into issues of leniency, but it is an interesting new angle that presents itself with this concurrent jurisdiction that we now have. In relation to enforcement powers, yes, we've got a lot of enforcement powers, probably at the top, an unlimited fining power. We have a criminal jurisdiction, so we can prosecute criminal offences. We also make use of the civil courts, for example, for injunctions in order to restrain certain behaviours, partly to secure redress where things have gone wrong. In relation to our investigation powers, yes, they are extensive. We have powers to compel information, and also powers to compel documents, again, all that you might expect. But our powers are not unlimited, and we too are subject to legal professional privilege and also to self-incrimination. Let me just go off piece slightly here from what I was prepared to say, given comments that made earlier about self-incrimination. In circumstances where the FCA decides to exercise its statutory power to compel someone to provide information,
we can compel two things. Firstly, attendance, and secondly, when we've secured attendance, we can compel the provision of an answer to a question. Now, the way in which FISMA squares that in relation to self-incrimination is then to impose limitations on the use to which we can make of the information that we have collected. So Section 174 of FISMA provides that if somebody provides information to us when they have been compelled to do so, we may not use that information against the maker of that statement in criminal proceedings or quasi-criminal proceedings, unless in the very rare circumstance they offer proceedings for perjury because somebody has lied to us. So the protection in relation to FISMA really is in relation to the use, not so much in respect of the collection. I've mentioned our wide-ranging sanctioning ability. It's also worth mentioning that we can sanction in the event that somebody does not cooperate with us. So if we serve a notice or requirement to attend an interview, somebody doesn't turn up, we can use powers to get the court to certify that person effectively in contempt of court. We've had a case in the past, in 2015, where somebody served a 15-month prison sentence for misleading us and failing to comply with us. I remember in my days back in Hong Kong when I was at the Securities and Futures Commission, again, prime example, we had somebody there who was just continuously refusing to attend, to answer questions. So we had that person held in contempt of court and actually held in prison until such time as they attended an interview. So quite a powerful tool. If I can make just one last observation, I'm conscious of time in relation to this opening session. There's one piece of work that we've been doing at the FCA in the last year or so, which is really important, I think, in relation to the cooperation question, and that's our approach to investigations. About a year ago, we published the FCA mission, and we've just been consulting on an approach to enforcement document. And what we've been trying to do is to really clarify this distinction between what is an investigation and what is an enforcement action, in circumstances where often they've become conflated. It's really important because an investigation is simply an investigation. It's a diagnostic exercise. We will make decisions on what to do next once we have completed the investigation. That's important because no amount of cooperation will prevent us from taking a decision to open an investigation where we suspect serious misconduct. Cooperation will have benefits, and I'll talk about those later, but in relation to that decision to investigate, there will be no benefit, and I will not overrun in relation to my next section. Thank you, Mr. Chairman. Merci beaucoup, Monsieur Cottrell, pour ces informations très riches sur les procédures en vigueur en Grande-Bretagne. Et je voudrais maintenant demander à Madame Muriel Goldberg-Darmon, excusez-moi, qui est docteur en droit et qui est avocat associé au sein du bureau de Paris du cabinet Cohen et Gresser, de nous donner le point de vue de l'avocat sur cette question difficile de la conciliation des obligations de coopérer avec les grands principes comme le droit de se taire, de ne pas contribuer à sa propre incrimination. Qu'est-ce que vous recommandez à vos clients sur ces questions-là ? Alors, je ne sais pas si je vais vraiment vous dire ce que je recommande à mes clients, mais je vais vous dire le droit et ce que j'expose à mes clients de ce qui doit se faire normalement. Je ne viens bien sûr pas revenir sur les développements précédents de M. Jean-Luc Blachon et de Mme Sophie Brény sur le droit de ne pas s'auto-incriminer, le droit de se taire, et je vais revenir seulement sur un sujet pour moi majeur justement pour nos clients qui sont l'application spécifique dans le cadre d'une procédure de contrôle ou d'enquête de l'articulation entre le droit de se taire et la coopération, et quand on dit coopération, on l'a déjà compris, l'application du délit ou du manquement d'entrave. Si le droit de ne pas s'auto-incriminer ou droit de se taire devant l'AMF n'est pas consacré par un texte spécifique, la jurisprudence est claire sur le fait que ce droit doit s'appliquer tant au contrôle qu'aux enquêtes de l'AMF. La Cour de cassation et le Conseil d'État l'ont reconnu de longue date. C'est le droit à la base au principe du procès équitable qui s'appliquait devant la COB, le CMF et aujourd'hui devant l'AMF. Pour plus de précision, le droit de se taire a clairement été reconnu par la Commission des sanctions dans sa décision du 21 septembre 2009 que je vais citer. Une personne poursuivie devant la Commission des sanctions peut refuser de répondre lorsqu'elle estime cette attitude plus conforme aux intérêts de sa défense. La Commission des sanctions a également précisé dans sa décision
ultérieure du 24 novembre 2011, que ce droit s'appliquait également dès le stade de l'enquête, c'est-à-dire bien avant d'être devant la commission des sanctions. On voit donc clairement que le principe de droit de se taire s'applique dans toutes les procédures de l'AMF, mais aucune obligation n'est imposée quant à l'obligation de notification du droit de se taire aux personnes entendues, comme c'est le cas en matière pénale. La Commission l'a elle-même rappelé dans l'une de ses décisions du 6 août 2012, ni le Code monétaire et financier, ni le règlement général de l'AMF ne font obligation aux enquêteurs de signifier à la personne auditionnée qu'elle a le droit de se taire lors de l'audition. Je dirais donc, quand j'en reviens à votre question de quel est le conseil de l'avocat, puisque personne ne lui dit qu'il a le droit de se taire, il me semble que notre devoir sera, à tout le moins, de l'informer qu'il a le droit de se taire. La commission des sanctions, à l'inverse, parce qu'on a quand même un problème, on nous dit j'ai le droit de me taire, mais d'un autre côté, comme M. Benoît Juvigny nous l'a exposé, on a un fort délit et manquement d'entrave, même s'il est rare, il s'impose clairement. Et donc, la question, c'est est-ce que si je me tais, je suis en délit d'entrave ? La commission des sanctions s'est prononcée sur le sujet le 24 novembre 2011 et a clairement indiqué que les dispositions relatives au délit d'entrave ne sont pas en contradiction avec le droit de se taire au cours de l'audition et à celui de ne pas contribuer à sa propre auto-incrimination. Donc là, on est clair, on n'a pas de contre-indication. Et le Conseil d'État, dans sa décision du 12 juin 2003, a précisé que le simple rappel par les enquêteurs des dispositions relatives au délit d'entrave, et je suppose maintenant au manquement d'entrave, n'est pas de nature à porter une atteinte irrémédiable au droit de la défense. Parce qu'il faut quand même savoir que pendant longtemps, et ça c'est le conseil pratique également des avocats, on arrivait en audition, et très gentiment avant de commencer l'audition, on nous lisait tout l'article de loi, enfin plutôt on lisait à nos clients, leur disant si vous ne parlez pas, le délit d'entrave, la sanction, etc. Donc d'un côté, bien sûr, on ne leur disait pas qu'ils pouvaient se taire, de l'autre, on leur disait expressément qu'ils étaient face au délit d'entrave. Alors, on constate en pratique que ça fait un petit moment, je vous avoue, j'ai du mal à le redater, mais ça fait quand même un certain temps que dans aucune audition, je n'entends plus le délit ou le manquement d'entrave qui soit répété. Alors, où j'ai peut-être eu de la chance, ou alors, comme c'était moi, ils se sont dit, il ne faut pas lui en parler. Il faut toujours faire des progrès dans la conciliation des principes. Voilà. En conclusion, si personne donc ne conteste l'existence du droit de se taire dans le cadre d'une audition, et sa compatibilité donc avec ce manquement et ce délit d'entrave, j'avoue être étonnée que le droit de se taire ne soit pas clairement notifié aux personnes entendues. Et ce d'autant, comme vous le savez, que l'enquête de l'AMF peut porter sur un délit pénal d'abus de marché qui est susceptible d'être poursuivi par le PNF à la suite de la procédure d'aiguillage. Et je serais étonnée que ce point ne soit jamais soulevé. On m'avait demandé également de faire un bref parallèle avec ce qui se passe aux États-Unis. Et le point que je voulais faire très brièvement, c'est rappeler qu'il n'existe pas à proprement parler de droit de se taire aux États-Unis, mais seulement d'un droit à ne pas s'auto-incriminer basé sur le 5e amendement de la Constitution dans le cadre d'un compulsory statement, c'est-à-dire quand la personne est obligée d'être entendue, par opposition donc à des déclarations volontaires. Dès lors, le droit de se taire ne s'appliquera pas aux États-Unis dans le cas où une personne décide volontairement de coopérer avec l'autorité. Merci beaucoup. Tout ça est extrêmement intéressant. Vous formulez des suggestions. Tout ça a été très utile. Je vous propose de passer maintenant au deuxième temps de notre table ronde. Maintenant que nous avons posé le cadre juridique et rappelé les fondamentaux pour aborder des questions un peu plus pratiques, dans lesquelles nous allons rencontrer bien sûr à nouveau des règles de droit, mais nous allons aborder, je pense, des éléments plus qualitatifs tenant au comportement des personnes qui font l'objet des procédures d'enquête et de contrôle. Et sur ce point, je donne la parole tout de suite à M. de Juvigny, le secrétaire général de l'AMF. Oui, merci Monsieur le Président. La coopération en pratique, qu'est-ce que cela veut dire et comment ça fonctionne ? Je vais essayer de le présenter rapidement et je reviendrai sur certains points qui ont déjà été évoqués par la suite. Donc pour la coopération, je vous rappelle qu'il existe deux chartes, la charte des contrôles et la charte des enquêtes,
que ces chartes encouragent les enquêteurs et les contrôleurs d'une part, mais aussi les personnes soumises aux enquêtes et soumises au contrôle d'autre part, à adopter une attitude professionnelle, neutre et courtoise. En pratique, les enquêteurs et les contrôleurs disposent de pouvoirs propres qui sont évidemment codifiés en droit, et je vous rappelle les principaux. Tout d'abord, tant pour les enquêtes que pour les contrôles, un accès aux locaux à usage professionnel, le droit de se faire communiquer tout document, quel qu'en soit le support, le droit d'ordonner la conservation de toutes informations, et enfin, le droit d'organiser des auditions qui, en général, ont lieu dans les locaux de l'AMF et qui, sous certaines conditions, peuvent être organisées sur place. J'attire également votre attention que ces droits ces pouvoirs propres des enquêteurs et des contrôleurs s'appliquent à toute personne utile à l'enquête ou au contrôle. Ce n'est pas exclusivement, par exemple, l'entité contrôlée qui va être soumise à ces différents droits. En complément de ces différents droits, évidemment, les enquêteurs et les contrôleurs de l'AMF ont accès à d'autres informations, notamment des informations qui viennent d'autres autorités françaises, en particulier, dans certaines conditions, bien sûr, l'autorité judiciaire, mais aussi à des informations qui viennent de régulateurs étrangers via la coopération internationale. Alors à ce titre, je vais vous parler rapidement de trois sujets qui concernent ces coopérations. D'abord, en ce qui concerne la coopération internationale, l'AMF, puisqu'il y a beaucoup de coopération internationale et d'affaires, notamment en enquête qui concernent des entités ou des personnes domiciliées hors de France. Nous avons besoin donc de cette coopération internationale et nous avons besoin de réaliser des auditions à l'étranger. À cet égard, une difficulté est apparue ces dernières années, car ce sont les règles locales de procédure, donc en général les règles locales d'organisation de ces auditions par ses homologues étrangers qui s'appliquent. Il se trouve que dans deux pays, le Royaume-Uni et le Canada, il y en a peut-être d'autres, mais pas encore à ma connaissance, il s'agit donc de compel testimony, d'auditions contraintes. Ce type d'audition n'étant pas compatible avec les principes issus de la CEDH, la Commission des sanctions a décidé donc d'exclure les comptes rendus, les PV issus de ces auditions. La conclusion pratique et opérationnelle pour nous, c'est que dans ces conditions, nous ne pratiquons plus d'auditions de ce type dans les pays en question. Nous ne pouvons que pratiquer des auditions strictement volontaires. Deuxième exemple de coopération pratique que je voulais mentionner, lui, il est davantage, je crois, solutionné aujourd'hui, c'est la remise des messageries professionnelles, qui est d'usage assez courant dans le cadre au début des enquêtes, et d'usage peut-être moins courant, mais ça arrive régulièrement en matière de contrôle. Là, nous avons la chance maintenant d'avoir des pratiques et des jurisprudences établies. Donc nous avons le droit de demander ces messageries professionnelles. Il y a des scellés qui sont imposés très vite avec une copie au remettant. Nous organisons ensuite, les enquêteurs ou les contrôleurs, des tris en fonction des objets du contrôle, de mots-clés. Et nous veillons également très strictement dans ces tris à éliminer tout ce qui est relatif aux correspondances avocat-client. Faisons bien sûr attention au respect de la vie privée et il y a bien évidemment enfin des règles très strictes de secret professionnel qui s'appliquent aux agents de l'AMF. Donc voilà un deuxième exemple de coopération que nous attendons dans l'organisation de ces remises et de ces tris de messagerie professionnelle. Dernier point, je passerai plus vite puisque ça a déjà été largement évoqué par Maître Goldberg sur le droit de se taire. Je peux que les jurisprudences, évidemment, qu'elle a citées sont tout à fait intéressantes et s'appliquent. Et je ne peux confirmer donc que ce droit de se taire s'applique aux procédures de l'AMF. Il nous appartient donc de trouver un point d'équilibre entre les obligations de ne pas refuser des remises de documentation et donc d'utiliser nos pouvoirs dans la limite dans leur limite juridique et d'autre part de reconnaître que le remettant n'a pas à expliciter son rôle direct éventuel dans la commission d'un manquement, en particulier lors d'une audition. Que se passerait-il si quelqu'un ne vient pas à une audition ?
sur le fond, parce que sur la forme, nous acceptons bien sûr des délais, des horaires et des systèmes de confidentialité, mais sur le fond, il n'y a pas de jurisprudence. À titre personnel, je ne le conseillerais pas. Par contre, quand quelqu'un vient à une audition et qu'il refuse de s'exprimer, ça fait bien évidemment partie de ses droits. Mais en conclusion, je voudrais quand même insister sur deux choses. Quelqu'un qui, dans ce cas-là, utiliserait ce droit, eh bien, la crédibilité de sa défense, forcément, pourrait être mise en cause. D'autre part, et d'une manière plus générale, on nous reproche régulièrement la longueur de nos procédures. Je ne peux que vous dire, une bonne coopération est fortement de nature à contribuer à l'accélération et à la rapidité de nos procédures. Merci beaucoup pour ces éléments très concrets sur les procédures en vigueur en France. Je voudrais les mettre en parallèle avec ce qui se passe en Grande-Bretagne, en remerciant d'avance M. Cottrell de nous donner des illustrations concrètes de ces procédures et le remercier aussi de bien vouloir cantonner sa présentation dans l'espace de quelques minutes, mais comme il l'a fait tout à l'heure. Understood. I will get straight on with it. I said I'd say more about Principle 11. Let's just be clear about the circumstances in which Principle 11 will apply. Principle 11 says that a firm must deal with its regulators in an open and cooperative way and must disclose to the appropriate regulator anything relating to the firm of which that regulator would reasonably expect notice. So cooperation is quite simple when it comes to those that we authorize. We require them to cooperate with us. If they don't, we will take action. Achilles Macris, back in 2016 from JP Morgan, had an £800,000 fine for not doing so. Perhaps most famously or infamously, Deutsche Bank, a £100 million fine for providing false statements to us in breach of that obligation. So we take it very seriously. You must cooperate with us if we authorize you. The question that really arises quite frequently is, what cooperation does the FCA generally expect? And I think I can summarize that in a line. I would say that we expect reasonable cooperation, we will reward exceptional cooperation, and we will punish unreasonable cooperation. Now, what does that look like? Now, look, in practice, we expect you to comply with P11, and if we serve a statutory notice on you to provide information, we will expect you to comply with it. Now, one thing that we do expressly do is to have regard to the resources and the size of a firm on whom we may serve a requirement. Clearly, if you're larger and better resourced, we expect a better effort than if you're not. So we do have some regard to that. Cooperation is really important here because I said at the outset, cooperation has no impact on our decision to investigate where there's suspected serious misconduct, but cooperation will have an impact on whether we take enforcement action, and if so, the type of enforcement action that we take. So that's the material distinction. And people say to us, well, what does exceptional cooperation look like? And let me give you some concrete examples. Even where we've asked someone through a statutory notice to provide information, if they do it more quickly than we've asked them to, that could amount to exceptional cooperation. If they do so without being required to, in circumstances where we could serve a notice, but they've said, we can do it anyway, that could also be exceptional. It's quite possible to comply in a helpful as opposed to an unhelpful manner. Here's a bundle of documents. Here are some documents with biographies, organizational charts, all set out in great detail and great information to assist you in your investigation. And probably the key for us is, does it save us any real time? Admissions come up quite commonly. Someone who makes a full admission early in a proceeding, yes, of course, we're still going to investigate to verify that those admissions are correct, but there is a clear value in that to us, and it could well cut short an investigation. So that type of conduct will certainly be helpful. Being proactive with us, acting quickly, giving access to us to key people, not spending a long time arguing with us about whether or not key individuals need to be interviewed, but offering them for interview at an early stage and making them readily available. That can amount to exceptional cooperation. And this is all important because in the final session, of course, we'll be talking about
sanctions. I've been asked to mention a couple of developments and changes. I want to mention two very quickly to finish off. One is internal investigations. Now, there is clearly a tension here between us expecting a firm to come to us under P11 to say, look, we found something that may have gone wrong, we're investigating. Of course, we want them to do that. We want them to start putting things right. What we don't want to happen is we don't want the integrity of our investigation to be harmed in any way by an internal investigation that's being undertaken by a firm. So increasingly, we've moved towards a position where we've said to firms, and we've said this publicly, we expect you to consult us before you commence an internal investigation so that it does not in any way harm any action that we may wish to take. That's a fairly recent development, and we've gone public with that. The second and interesting area is settlement. Now, some may argue that settlement, and early settlement, is in fact not cooperation at all. But given the discounts that are available for doing it, I would differ and say, look, it is a means of cooperation. We've always provided a 30% discount on penalty for early settlement. We've now gone further as of March this year, and rather having the binary situation where you either contest, no settlement discount, or you settle and you get your 30%, we've now come up with a number of more nuanced options. We call it the partly contested cases approach, where a firm or individual can come to us and say, we agree with some of your case, but not all of it, and we can then provide a suitable discount. And there are a number of variations, but the key point is this. If we now have a firm that comes to us and says, we agree with your facts, we agree that they constitute a breach, but we think your penalty is completely wrong, we want to fight you on penalty, we will now give that firm exactly the same settlement discount, 30%, as if they'd settled the entire case. We're not worried about arguing over a penalty, and to be blunt, I think there's a bit of an issue of fairness there. This is not in a criminal context, but in a criminal court where someone may plead guilty and they get a discount on sentence, it perhaps seems to us that if someone's going to come to us and effectively plead guilty, they should have an opportunity to preserve the discount that they will get in those proceedings. It's early days. Our first partly contested case is kicked off last week. It's on our website. It's in the name of Linear. So again, in terms of cooperation, that's quite a new development for us, and it's early days to see how that progresses. Merci beaucoup, Monsieur Cottrell, encore une fois, pour ces informations très riches et très intéressantes pour nous. À ce stade, je voudrais, mesdames et messieurs, souligner le fait que les règles de droit, les législations dont nous avons parlé, sont des législations, des règles qui imposent des obligations. C'est bien normal, c'est une fonction essentielle du droit. Mais le droit ne se limite pas là. Il y a des cas dans lesquels le droit saisit des comportements volontaires. Voilà. Et à cet égard, je crois qu'il y a un régime qui est très intéressant, qui est celui de la clémence, qui est mise en œuvre par l'autorité de la concurrence. Et je remercie Madame Breny de nous en parler, s'il vous plaît. Alors, avant d'en parler, je vais juste revenir sur ce qu'a dit Monsieur Cottrell. La philosophie de l'enquête à l'autorité de la concurrence et la coopération est exactement la même. Je ferme la parenthèse. Alors, la procédure de clémence, c'est un système de coopération qui est inscrite dans le texte, dans le code de commerce, et ce depuis 2001. C'est là encore inspiré du droit communautaire, puisque la Commission l'utilise depuis 1996. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un outil qui permet à une entreprise de dénoncer un cartel dans lequel elle a une participation. Et selon des règles extrêmement précises, que je vais vous détailler un petit peu, et cette dénonciation, elle va s'accompagner d'un certain nombre de documents qu'elle va apporter et qui peut aboutir jusqu'à une réduction de sanctions de 100%. Donc, étant donné que l'autorité de la concurrence, lorsqu'elle prononce une sanction en matière de cartel, ça peut aller jusqu'à 10% du chiffre d'affaires mondial, il peut y avoir un effet incitatif à ce qu'il y ait des dépôts, des demandes de clémence. Alors, évidemment, il faut pour ça que la coopération de l'entreprise soit extrêmement détaillée et qu'elle n'ait pas de risque juridique qu'elle découvre en cours de route. C'est-à-dire que si vous vous attendez à avoir 100% de remise et que vous vous retrouvez avec une remise de 50%,
sur 100 millions d'euros, ça reste un gros budget. Donc, dans quel cadre ça peut se faire? Alors, c'est-à-dire que, première chose, il y a une saisine formelle de l'autorité, ça se fait bien évidemment dans le respect du secret professionnel, c'est-à-dire que, et du secret tout court. Il n'y a aucune publicité sur les avis de clémence qui sont rendus. L'entreprise soit prend un rendez-vous, soit remplit un formulaire, soit téléphone. C'est important le téléphone, parce qu'il y a un rang de clémence. Quand vous prenez un rang de clémence, que vous êtes le premier, vous n'avez pas la même réduction de sanctions que quand vous êtes le deuxième. Donc, elle apporte les documents qui justifient qu'elle dénonce un cartel. Si elle apporte l'intégralité des documents, elle a immédiatement 100% de réduction. Dans la majorité des cas, elle n'apporte pas 100% des documents parce qu'elle ne les a pas, elle ne sait pas forcément tout ce qui se passe dans le cartel. Et donc, dans ce cas-là, on va réaliser derrière une perquisition, une opération de visite et saisie pour nous. Et les autres entreprises, à ce moment-là, auront la possibilité de poser un deuxième rang ou un troisième rang. Mais là, c'est déjà plus compliqué parce qu'il faut apporter des documents complémentaires. Or, l'entreprise numéro 2 ne sait pas ce qu'a fourni la première. Et en plus, elle ne sait même pas les éléments qui ont été recueillis lors de la perquisition. Donc, c'est déjà beaucoup plus aléatoire. Alors, ce que je peux vous en dire de cette procédure de clémence, c'est qu'en 17 ans, il y a eu 135 clémences qui ont été déposées et ça aboutit à 3,6 milliards d'euros de sanctions. Alors, on n'est pas capable d'évaluer combien ça a fait économiser aux entreprises, mais je vais vous donner quelques exemples. Le cartel des lessives. Le cartel des lessives, il a été sanctionné... alors, l'enquête a commencé dès 1997, puisque le cartel avait commencé en 98 pour nous. Et donc, il a fait l'objet d'une demande de clémence en 2008, donc assez tardivement. Mais l'entreprise qui a apporté les éléments a apporté des éléments que ne possédait pas l'autorité de la concurrence malgré les opérations de visite et saisie. Elle a économisé une sanction de 248 millions d'euros. Les autres ont écopé de 367 millions d'euros. Donc vous voyez que l'incitation est loin d'être négligeable. Dans quel cas les entreprises le plus fréquemment déposent une clémence? Eh bien, souvent lors d'opérations de concentration. Je suis une entreprise A, j'achète une entreprise B, et je constate que l'entreprise B, lorsque je fais un état des lieux, avait un programme de compliance, et dans le programme de compliance, il y avait des points qui étaient flagués rouges, et que dans ce qui était flagué rouge, c'est qu'il y avait une possibilité de pratique anticoncurrentielle. Et donc là, l'entreprise va immédiatement venir à l'autorité pour éviter d'avoir à prendre en charge les sanctions pour des pratiques qu'elle n'a pas commises. Alors, il faut savoir aussi que c'est un système qui a fait la majorité des dossiers de la Commission européenne, pas dans les pays latins. Dans les pays latins, beaucoup moins. Et il faut savoir que c'est un système qui fonctionne moins bien depuis quelque temps pour une bonne et simple raison. Je vous donne encore des chiffres. Cartel des transporteurs routiers ou dénoncé par Volkswagen, il a économisé 1 milliard d'euros d'amende auprès de la Commission européenne. Le problème, c'est qu'il y a des actions privées derrière. C'est-à-dire que les particuliers et les entreprises qui ont subi le dommage ont accès à la décision et voient les prises de participation des entreprises. Or, Volkswagen a évalué à 2 milliards d'euros le montant des actions privées. Donc, même si elle a économisé, ceci dit, si elle a économisé 1 milliard, quelqu'un aurait pu dénoncer le cartel ou l'autorité aurait pu trouver l'affaire toute seule. Donc là, ça fait 1 milliard plus 2 milliards de toute façon. Mais c'est vrai que ce système qui a très bien fonctionné dans la coopération fonctionne moins bien pour ces raisons-là, parce que les entreprises regardent combien ça va leur coûter et il n'y a pas que les sanctions. Derrière, il y a les actions privées. Merci beaucoup. Alors évidemment, on voit que c'est une construction très très originale qui
prend en compte véritablement d'une manière très nette l'initiative d'une personne concernée, d'une entreprise concernée, et de ce point de vue-là, il met en œuvre un processus de personnalisation de la coopération. Est-ce qu'on observe quelque chose de similaire en ce qui concerne l'évolution du droit pénal, M. Blachon? Alors, similaire en droit, je ne le pense pas. Qu'il y ait des similarités en pratique, certainement, notamment avec l'introduction du nouveau dispositif de la Convention judiciaire d'intérêt public. Parce que, mis à part le mécanisme du repenti, qui n'est pas nécessaire de développer ici, hein, le droit de la procédure pénale ne connaît pas la coopération dans l'enquête. En tous les cas, textuellement et formellement, il n'est jamais dit dans le Code de procédure pénale quelles sont les conditions de coopération à l'enquête qui seraient susceptibles de bénéficier aux mises en cause. Donc ce statut-là n'existe pas et ces modalités n'existent pas. En revanche, ce qui existe depuis quelques années maintenant, depuis pratiquement une bonne vingtaine d'années, c'est un certain nombre de mécanismes d'orientation des procédures qui vont du classement sous condition, en passant par la transaction pénale, jusqu'à la reconnaissance préalable de culpabilité, qui tiennent compte du comportement de mise en cause au cours de l'enquête. Et notamment, ces mécanismes qui visent évidemment à orienter les procédures et, pour ne pas le dire, à gérer des flux, vont tenir compte de la posture de l'intéressé au regard des faits, notamment de leur reconnaissance. Donc ce sont des dispositifs qui existent depuis un petit moment dans le droit pénal français, depuis une vingtaine d'années, mais j'allais dire, on n'est pas encore dans le consensualisme pénal, en quelque sorte. On en est bien loin. Donc, pas d'encouragement à reconnaître les faits dans le droit de la procédure pénale, et encore moins à coopérer avec l'autorité judiciaire, si ce n'est, comme je vous le disais tout à l'heure, dans le cadre du mécanisme du repenti, qui est un dispositif bien à part. La question, finalement, qui se pose est celle de savoir si la Convention judiciaire d'intérêt public, qui a été introduite par la loi du 9 décembre 2016, modifie la situation. Eh bien, brutalement, je le dirais comme ça, non. Parce que les dispositions de l'article 41-1-2 du Code de procédure pénale n'introduisent pas de dispositions particulières relatives aux modalités de coopération des mises en cause dans l'enquête, mises en cause susceptibles éventuellement de faire l'objet de bénéficier de cette convention judiciaire d'intérêt public. Que dit l'article 41-1-2 du Code de procédure pénale pour ceux qui ne connaissent pas encore le mécanisme de la CJP? Il précise que tant que l'action publique qui est initiée par le procureur de la République n'a pas été mise en mouvement, ce procureur peut proposer à une personne morale uniquement, mise en cause pour un ou plusieurs délits qui sont pour l'essentiel des délits d'atteinte à la probité et du blanchiment de fraude fiscale, peut leur proposer de bénéficier d'une convention judiciaire d'intérêt public qui peut se traduire par la possibilité de verser une amende d'intérêt public au Trésor public et de se soumettre pour une durée maximale de 3 ans et sous le contrôle de l'Agence française anticorruption à un programme de mise en conformité. Et je pourrais lire le texte, tous les alinéas du texte jusqu'au bout. À aucun moment, nous voyons apparaître dans ce texte la possibilité de prendre en compte la coopération, le principe même de la coopération, et même le degré de coopération, bien entendu, des mises en cause pour pouvoir bénéficier de cette convention judiciaire d'intérêt public. En fait, ce qui fait aussi l'intérêt de ce texte, c'est qu'il est suffisamment large pour permettre à cette pratique de se développer, et c'est finalement ce qui s'est produit à travers plusieurs conventions judiciaires d'intérêt public, et notamment celles qui ont été signées par le parquet national financier, qui, comme vous le savez, a jusque-là signé 2 conventions judiciaires d'intérêt public, qui ne sont pas les seules, puisque le parquet de Nanterre, de son côté, en a signé 3. Cette expérience de signature de 2 conventions judiciaires d'intérêt public nous permet aujourd'hui de dire que la question de la coopération des mises en cause dans l'enquête pénale est devenue essentielle, en tous les cas dans ce mécanisme-là, parce qu'elle va déterminer, bien entendu, les modalités donc d'exécution de l'enquête, mais aussi et surtout les conditions dans lesquelles la sanction va être proposée à la personne morale. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que finalement coopérer à une enquête d'un point de vue pénal, alors même que nous ne connaissons pas finalement ce principe
si ce n'est par l'intermédiaire de la reconnaissance des faits. Mais la seule reconnaissance des faits, est-ce finalement participer à une enquête? À mon sens, non. Effectivement, ça raccourcit le parcours vers la preuve pénale, bien entendu, mais vous savez comme moi, désormais, les autorités judiciaires ne se contentent pas de simple reconnaissance de culpabilité, parce que vous savez combien la parole des prévenus peut être fragile et changer au gré des circonstances. Donc, la reconnaissance des faits, à mon sens, ne suffit pas pour considérer que la personne morale coopère à l'enquête et mérite à ce titre-là de bénéficier d'une clémence, comme cela a été dit, au moment de la détermination de la sanction. Ce que l'on va prendre en compte, finalement, très concrètement, au cours du processus qui mène à la convention judiciaire d'intérêt public, c'est le comportement de la personne morale. Alors, évidemment, elles n'auront pas toutes le même destin, j'allais dire, pénal, en fonction de la qualité, du degré de collaboration auquel elles veulent bien se soumettre ou qu'elles veulent bien accepter. Alors, il y a la possibilité, effectivement, de reconnaître les faits, mais il y a le moment où on les reconnaît. Par exemple, dans le dossier HSBC, qui a fait l'objet de la première CJIP, la banque a reconnu les faits, mais une fois l'enquête terminée, puisque l'ordonnance donc était en passe d'être rendue, donc elle a reconnu les faits une fois que l'enquête était terminée. Alors, on prend en compte, bien entendu, cette reconnaissance, mais vous voyez, c'est une participation à l'enquête extrêmement limitée. Et puis, il y a la question de la dénonciation des faits, également. La personne morale peut dénoncer les faits, mais elle peut les dénoncer à différents moments de l'enquête. Elle peut les dénoncer pour initier l'enquête, elle peut les dénoncer alors même que l'enquête a démarré, mais lorsque l'enquête a démarré, elle peut les dénoncer donc au moment du démarrage de l'enquête, mais elle peut les dénoncer aussi bien plus tard, au cours de la réalisation des actes des investigations. Donc le moment de la dénonciation est un moment important à apprécier lorsqu'il s'agit d'évaluer le degré de coopération de la personne morale. Et puis ensuite, coopérer à l'enquête, c'est participer au recueil des preuves. C'est pas seulement reconnaître les faits, mais c'est participer au recueil des preuves. Alors, on tiendra compte, bien entendu, de la volonté de la personne morale de participer à ce recueil des preuves. On peut y participer de différentes façons, soit en désignant le lieu où les preuves se trouvent, soit en désignant les personnes physiques qui sont susceptibles de détenir des renseignements, ou encore, tout simplement, en venant remettre à l'autorité judiciaire l'ensemble des éléments qui concourent à l'administration ou au recueil de la preuve. Il y a aussi un certain nombre d'éléments qu'on peut prendre en compte, comme la réorganisation interne de la société, qui peut être un élément qui dit à la fois que l'organisation ancienne a participé à la commission des faits et aussi qu'elle a décidé finalement de modifier son organisation et de passer à une autre phase de son développement et de tourner la page. Ce sont un ensemble d'éléments, bien entendu, qui vont concourir à la détermination ensuite de la convention judiciaire d'intérêt public et notamment du montant de l'amende. Donc vous voyez, la question de la coopération est une question qui n'est pas simple. C'est une question normalement qui doit habiter l'ensemble du processus d'investigation et ne pas se limiter simplement à une reconnaissance des faits formels, quel que soit le moment de reconnaissance de ces faits. Donc, et bien entendu, l'évaluation de l'ensemble de ces éléments va être déterminant au moment où on va fixer l'amende. C'est un ensemble de critères qui viendront pondérer la détermination et la fixation du montant de l'amende. Merci beaucoup pour ces éléments très, très intéressants sur un dispositif qui n'est pas encore très, très bien connu de la Convention judiciaire d'intérêt public, mais dont on voit bien qu'il pourrait avoir un effet important dans l'avenir sur l'évolution des procédures. Alors, je voudrais à ce stade aborder notre troisième temps et une question pratique et légitime que je pense beaucoup se pose, notamment ma voisine de droite, c'est l'impact du comportement de coopération ou de non-coopération sur la sanction. Peut-être moins sur le principe de la sanction qu'au moins sur le quantum de la sanction. Évidemment, on se dit, coopération, très bien, il y a les obligations, mais d'une manière générale, comment est-ce que le comportement de coopération est pris en compte? Est-ce qu'il y a une contrepartie? Sur ce point-là, quel est le point de vue de l'avocat, madame? Alors effectivement, la question qui est souvent posée par les personnes devant être entendues dans le cadre du contrôle ou d'une enquête, c'est celle de savoir quel est son intérêt à coopérer ou non avec l'AMF. Et cette question, elle est évidemment
particulièrement prégnante pour les personnes ressortissantes du UK, puisque vous avez vu qu'ils ont un régime, et vous allez le voir, très différent du nôtre, mais également des Américains, parce qu'eux sont évidemment habitués à négocier le quantum de leurs sanctions. La réponse très basique que je peux faire avant les quelques développements, c'est qu'en réalité, on ne peut répondre que l'absence de coopération est sanctionnée, mais on ne sait pas ce que l'on gagne à coopérer. Donc on en revient à l'habitude qui est je vais être sanctionné, mais je n'en tire pas un avantage. Et on est donc encore une fois bien loin du système évoqué par notre confrère anglais ou par ce qui est fait à l'autorité de la concurrence. Alors, d'un point de vue réglementaire, c'est l'article 31.1e du règlement européen MAR qui précise que l'ensemble des circonstances pertinentes, y compris le cas échéant du degré de coopération de la personne responsable, doit être prise en compte. Et on constate que l'article 621.15.3 ter du Code monétaire et financier, donc en vigueur aujourd'hui, c'est-à-dire issu de la dernière loi du 9 décembre 2016, indique que dans la mise en œuvre des sanctions, il est tenu compte notamment, donc on n'est pas dans le cas échéant, on est dans le notamment ici, et précise 8 critères à prendre en considération, que je ne vais pas reprendre, mais dont l'un est le degré de coopération avec l'autorité des marchés financiers, dont a fait preuve la personne en cause, sans préjudice de la nécessité de veiller à la restitution de l'avantage retiré par cette personne. Donc on a bien le principe de la coopération, mais en réalité, encore une fois, aucun texte ne définit de façon positive le degré de coopération qui est susceptible d'impacter, c'est-à-dire de diminuer le montant de la sanction quand on parle de l'impact de la sanction. Depuis l'entrée en vigueur de ce nouvel article, on constate que la commission des sanctions très fréquemment se réfère à ces différents critères, mais le critère de coopération est rarement repris. Sauf erreur de ma part, mais je suis très bien entourée aujourd'hui, on compte seulement 3 décisions en 2017 et à ce stade, aucune en 2018. Alors comme on n'en a que 3, je vais me permettre de citer ces décisions pour vous montrer à quel point le contour de cette coopération et du degré de coopération n'est aucunement précisé par la jurisprudence de la Commission des sanctions. Première décision numéro 12 du 13 décembre 2017, qui considère que la société a fait preuve d'une bonne coopération lors du contrôle et a modifié sa méthode de calcul des commissions de superperformance à la demande de l'AMF lors de la procédure d'agrément d'un nouveau fonds. Décision numéro 13 du 14 décembre 2017, la mise en cause a coopéré avec l'AMF et a mis en œuvre des mesures correctives à la suite du contrôle de l'AMF. Décision numéro 15 du 18 décembre 2017, néanmoins, il doit également être tenu compte de la coopération du mis en cause avec les services de l'AMF. Donc, on voit bien que ces décisions n'apportent vraiment aucune précision, ni sur la définition de la coopération, ni sur comment cette coopération est prise en compte dans le cadre du calcul du montant de la sanction. Il est néanmoins intéressant de souligner que dans les 2 dernières décisions, et je rejoins là les propos de M. Blachon, on indique quand même que la personne mise en cause a reconnu la matérialité des faits reprochés et n'est pas revenue sur ces déclarations. Alors je ne sais pas, et je laisserai la parole aux autres membres du panel pour peut-être développer ce point. Alors, il est vrai que sur le degré de coopération, contrairement à la procédure au parquet national financier, les membres de la commission de sanctions, comme vous le savez, ne sont pas des enquêteurs et des contrôleurs. Donc, en réalité, ils n'étaient pas là et ils ne peuvent pas savoir comment s'est passée la coopération. Et donc, pour savoir si la coopération a bien été bonne, ils ne peuvent que se reporter à ce que les enquêteurs vont développer dans le rapport d'enquête. Mais, à cet égard, il n'existe aucune obligation réglementaire de mentionner le degré de coopération dans le rapport de contrôle ou le rapport d'enquête. Et d'ailleurs, en pratique, me semble-t-il, au mieux, on a une phrase qui indique « la société a bien coopéré ». Donc c'est assez simple, effectivement, enfin compréhensible, que la commission des sanctions, derrière, ne puisse que reprendre ces éléments-là. À l'inverse, et
comme l'a développé déjà M. Benoît de Juvigny, en cas d'obstacle mis au bout du déroulement du contrôle ou d'une enquête, donc quand on n'a pas respecté les obligations mises à la charge, là, les articles 143.4 et 144.3 du règlement de l'AMF disposent que mention en est faite dans le rapport de contrôle ou d'enquête ou dans un rapport spécifique relatant ces difficultés. Donc là, évidemment, la commission des sanctions va disposer de beaucoup plus d'informations et c'est donc de la même façon, tout naturellement, que dans les décisions de sanctions où il y a une mauvaise coopération, on va avoir de très longs développements sur la mauvaise coopération. Donc, on voit ce que c'est que de ne pas bien coopérer, mais on ne voit pas ce que c'est que de coopérer. Pour en revenir au droit de se taire, évoqué au début de cette table ronde, évidemment, l'utilisation du droit de se taire lors d'une audition sera nécessairement mentionnée dans le rapport de contrôle ou d'enquête. Et sur ce point, la commission des sanctions a été très claire depuis longtemps, donc dans sa décision du 21 septembre 2009, pour dire que si une personne, je cite, poursuivie devant la commission des sanctions peut refuser de répondre lorsqu'elle estime cette attitude plus conforme aux intérêts de sa défense, ce droit ne fait pas obstacle à celui, pour les membres de la commission des sanctions, de tirer de cette attitude de silence et plus encore d'assertion volontairement inexacte toute conséquence utile à la formation de leur jugement. Donc je ne vais évidemment pas revenir sur ce qui a été déjà dit sur le manquement d'entrave, mais juste pour conclure, comme indiqué au départ, si le principe de la prise en compte du degré de coopération est clair, son application pratique l'est donc beaucoup moins. Il semble pour moi important de préciser les éléments susceptibles d'être pris en compte pour évaluer le degré de coopération, au-delà des comportements attendus des personnes sollicitées dans le cadre du contrôle et qui sont développés dans la charte du contrôle et de l'enquête, parce que là c'est normal, si on ne fait pas ce qu'on doit faire, on est sanctionné, et au-delà d'autre part de l'obligation bien sûr des prestataires régulés d'apporter leur concours avec diligence et loyauté. Donc la question qui reste en suspens est en fait de savoir jusqu'où peut-on ou doit-on aller dans la définition du degré de coopération. S'agit-il en fait plutôt d'une collaboration qui est attendue de l'AMF à l'image de la pratique aux États-Unis? Rappelons qu'aux États-Unis, tant les conditions de la coopération que les avantages qui peuvent en être retirés ne sont pas fixés à l'avance. Ils sont déterminés au cas par cas et font l'objet de négociations au cours de la coopération qui se termine en fait par une transaction. On a parfois chez certaines autorités des Cooperation Guidelines qui expliquent précisément ce que recouvre la coopération et les avantages qui peuvent en être retirés. Merci beaucoup. Alors, Monsieur le secrétaire général, j'ai l'impression que l'AMF se sent interpellé par ces propos. Alors je vous propose qu'on réponde à deux voix, du côté de la poursuite et du côté de la commission. Je ne peux que répondre au niveau de la poursuite, et cette question, à mon avis, s'adresse tout autant à vous qu'à moi-même. Je prendrai mes responsabilités. Plus à vous, oui. Donc je vais aller assez vite. Je peux que reconnaître bien volontiers que les rapports d'enquête ou de contrôle prennent davantage en compte les manques de coopération. Ils en prennent acte très précisément pour, le cas échéant, qualifier des manquements ou des délits d'entrave. La coopération positive elle-même peut figurer comme référence dans ces rapports, mais je reconnais que ça arrive relativement rarement et que c'est rarement très détaillé. Je souhaite là-dessus aussi attirer votre attention sur ce qui est attendu, pour moi, de mon point de vue, n'est pas du même niveau quand vous êtes en contrôle ou quand vous êtes en enquête. En contrôle, on s'adresse en général à des entités régulées. Les entités régulées, ça fait partie de leurs obligations professionnelles de coopérer, et donc il est toujours beaucoup plus délicat de noter une coopération particulière, ou une collaboration même, pour utiliser votre terme, dans la mesure où cette coopération fait partie des comportements attendus de tous les prestataires régulés. Donc, je suis obligé d'en rester là, puisque ces points peuvent être pris en compte dans les rapports, peuvent être pris en compte dans la réquisition du représentant du collège, mais après, je laisse forcément la balle au président Garaminck. Dernier point qui me concerne quand même plus directement, c'est celui de la composition administrative. Là, c'est vrai que c'est le représentant du collège et le collège qui aura la main. En ce qui concerne la composition administrative, comme je vous l'ai dit, cette coopération peut être un facteur
d'accepter ou de refuser d'aller proposer à la partie contrôlée d'entrer en composition administrative. Comme je l'ai dit en introduction, ça figure en pratique dans nos critères. Par contre, en ce qui concerne le montant qui va être requis, avec le collège, la pratique consiste à demander au collège un mandat avec une petite fourchette. Notre pratique consiste à essayer, on peut se tromper, mais à essayer d'anticiper le montant que la personne notifiée aurait obtenu dans le cadre d'une sanction. Nous avons comme pratique de ne pas chercher des incitations. La composition administrative s'est bien développée, déjà par la non-reconnaissance de culpabilité et la tire. Donc nous n'avons pas jugé pertinent de rajouter une incitation particulière. Donc sur ce point, là aussi, la composition administrative, dans son facteur de déclenchement, peut prendre en compte de la coopération, mais on ne va pas prendre en compte cette coopération explicitement, sauf si une jurisprudence de la Commission des sanctions se développe à cet égard. Merci beaucoup. Donc, je vais peut-être changer brièvement de casquette et dire en précaution liminaire que ce que je vais dire n'engage que moi en tant que président de la deuxième section et pas les autres membres de la commission et pas la présidente qui m'a bien recommandé hier, d'ailleurs, n'engagez pas la commission des sanctions. Donc, je ne l'engage pas. Je vais simplement formuler quelques réflexions que j'ai trouvées, que je vais caler sur les propos de Madame Goldberg-Darmon, que je trouve très intéressant et très éclairant, et dont je partage assez largement le début. Pas forcément la fin, mais au moins le début du raisonnement. Alors évidemment, à la question de savoir si la commission des sanctions prend en compte ou pas le comportement de coopération, la réponse est oui, et oui, à l'évidence. D'abord parce que c'est la loi. Donc je ne vais pas vous dire que la commission des sanctions n'applique pas la loi. La commission des sanctions applique la loi, forcément. Et d'ailleurs, comme vous l'avez vous-même rappelé, il y a plusieurs des décisions qui, précisément, en portent la trace. Maintenant, comme vous l'avez observé, il y a une désymétrie. D'abord, il y a un problème de visibilité pour la commission des sanctions sur le comportement de coopération des personnes qui font l'objet des procédures d'enquête ou de contrôle, parce que, par définition, la commission des sanctions n'y est pas. Donc la commission des sanctions est dépendante sur ce point des informations qu'on lui donne. Alors sur ce plan, et c'est vrai que jusqu'à aujourd'hui, ça va sûrement changer demain grâce au colloque de la commission des sanctions, jusqu'à aujourd'hui, on observe une certaine dissymétrie. Voilà. Tout ce qui a été mal, les dysfonctionnements, les comportements évidents de refus de coopérer, les ratés de la coopération, la mauvaise volonté, tout ça est précisément documenté dans les rapports que nous avons. Et d'ailleurs, à la clé, quelquefois, il y a des griefs, et donc nous sommes obligés de nous prononcer sur les griefs. Et on a moins de choses sur le côté positif, alors que pourtant, le législateur est neutre de ce point de vue-là. Le législateur demande, et c'est impératif, est tenu compte. De tenir compte du degré de coopération, il ne dit pas du fait que la personne n'a pas coopéré. Donc ça joue aussi bien dans le positif que dans le négatif. Donc il faut réfléchir. Bien que les rôles soient séparés, il y a une communication, Monsieur le secrétaire général, entre la commission des sanctions et le collège. Nous discutons, notamment de méthode, et nous pouvons peut-être ouvrir, ou en tout cas poursuivre la discussion commencée ce soir, sur le moyen de porter à la commission des sanctions des éléments de documenter sur le comportement positif de coopération des personnes qui font l'objet d'une enquête. Moi, je n'y vois que des avantages. Que des avantages. Alors, il faut trouver la forme. Ça peut être dans les rapports d'enquête, ça peut être dans la dynamique de l'audience, puisque le collège est représenté, et je dois dire ici au passage qu'il est représenté par des personnes qui connaissent très bien les dossiers et qui répondent à nos questions. Et peut-être que, alors là je ne veux pas m'engager, chère présidente, mais peut-être qu'on pourrait poser des questions sur ce plan-là à l'avenir, on verra. Enfin, c'est une possibilité que je mentionne au passage. Bref, pour me résumer, il n'y a pas de raison de prendre en compte le volet négatif ou celui des insuffisances. On devrait pouvoir documenter le volet positif. Et voilà, et c'est peut-être une piste intéressante ouverte ce soir. Et puis les avocats vont toujours vous aider à avoir le côté positif de la coopération. Oui, ça j'en doute pas. N'hésitez pas. J'en doute pas, mais comme vous le savez, vous l'avez peut-être remarqué depuis j'ai tendance à leur poser des questions. Enfin, nous avons tendance à leur poser des questions, et quelquefois des questions indiscrètes aux avocats. Alors, à ce stade, je voudrais à nouveau me tourner vers M. Cottrell
pour lui demander... Alors, il a déjà abordé le point tout à l'heure. Mais est-ce qu'il veut nous dire encore quelques mots précis sur cette question-là, qui est une question difficile, des conditions dans lesquelles, au moment où la sanction est déterminée dans son montant, on prend en compte précisément le comportement de coopération des personnes qui ont fait l'objet des procédures. En quelques minutes. In a few minutes, please. Thank you, Mr. Chairman. We have a public penalty policy with 5 steps. Step 3 requires us to have regard to mitigating or aggravating factors. Cooperation can be either mitigating or aggravating, and it is, in many respects, as simple as that, so we can apply that. We have many examples of circumstances where we have either mitigated or aggravated. They're all publicly available. To reference my fellow speakers who've made comment about the fact that it's not always clear to people on the outside what factors have made a difference, we publish our notices, and we do try very hard. We're not perfect, but we do try very hard to explain what it is that either mitigated or aggravated a penalty. So to give you some very quick examples, Aviva, an insurance company, gave us incredible access to its senior management. We reflected that in a public notice. They got a 20% discount on their penalty. In relation to Christopher Niehaus in 2017, early and full admissions of his misconduct in an interview, reflected in the notice, again, got a significant discount. Robert Bygrave in 2016, now he interestingly gave assistance which enabled us to advance the case in relation to other individuals. So again, got a credit for that when it came to calculating the penalty. The last and perhaps most ironic of all is the Deutsche Bank case I mentioned earlier. We investigated Deutsche for their false statements that they provided to us, but they cooperated with us in that investigation into the false statements, and they got a discount of £4 million on the £100 million penalty. Now, what's really interesting here is that in all 4 of those cases, not only were there discounts for cooperation by way of mitigation, but all those cases settled. So all of those cases also got an early settlement discount on top. So in the Aviva case, for example, the overall reduction came to about 50% on the total penalty. So there can be a combination. Let me finish with another potential change. And it is only a potential change, but I think it's an interesting one. I mentioned at the very outset that we've published for consultation our approach to enforcement document. And I want to finish by just reading a passage in relation to the draft that we've put out there. As I say, we're yet determining what we do about it, because we've just closed and we're just considering comments. So what the current draft says is this: when we assess the nature of the sanction, we take into account all relevant circumstances. This includes what steps the firm or individual has taken to address the harm and to cooperate with us. If firms and individuals fully account for any harm caused, including putting it right, where there are reasonable grounds to do so, we will consider this when applying sanctions. And here's the interesting bit. In extraordinary cases, it may determine whether a sanction is required at all. Not yet FCA policy. It's in the draft consultation paper. We'll see where that leads, but you can see potentially the direction of travel. Probably extraordinary cases may be more than cooperation. We often have extraordinary cooperation plus redress. But look, let's see where we land on that. But I thought I'd leave that with you as an interesting thought in terms of a possible direction of travel. Thank you. Encore une fois, merci beaucoup, Monsieur Cottrell, sur ces éléments qui sont relatifs à vos procédures britanniques qui nous intéressent énormément. Et peut-être, pour terminer, est-ce que je peux demander à Monsieur Blachon, bien qu'il ait abordé le sujet tout à l'heure, mais nous dire un mot peut-être de réflexion personnelle sur ce sujet difficile et important, évidemment. Alors oui, c'est un sujet difficile et c'est un sujet important, mais c'est tellement important finalement que le droit pénal le connaît très peu. C'est un peu surprenant, mais c'est ainsi, si ce n'est, comme je vous le disais, à travers le dispositif du repenti, puisque les repentis ont la possibilité de bénéficier d'une exemption de peine ou d'une réduction de peine en fonction de la nature de leur comportement auprès de l'autorité à laquelle ils dénoncent les faits. Ceci étant dit, ce n'est pas le seul dispositif qui permet de prendre en compte cette coopération. Il y a notamment la possibilité pour le ministère public, vous le savez, d'orienter la procédure, soit de renvoyer les mises en cause vers le tribunal correctionnel,
soit de leur proposer une alternative aux poursuites, quelles que soient les modalités de cette alternative. Et c'est là, finalement, qu'est peut-être le pouvoir du ministère public, ce pouvoir d'apprécier éventuellement la coopération, le degré de coopération des mises en cause. En fonction de cette coopération, il pourra décider, d'une part, d'orienter la procédure vers une résolution ou une autre, qu'elle soit correctionnelle ou qu'elle soit sous la forme d'une alternative aux poursuites, mais aussi il pourra alors en prendre en compte au moment des réquisitions qu'il formulera devant le tribunal correctionnel par l'intermédiaire de l'individualisation de la peine. Parce que la meilleure façon, finalement, pour un procureur de la République, une fois que le tribunal est saisi, de prendre en compte l'éventuelle coopération de l'intéressé à l'enquête, c'est d'en tenir compte lorsqu'il va prononcer ses réquisitions à des peines d'emprisonnement ou des peines d'amende. Ceci étant dit, il faut bien avoir à l'esprit que le ministère public, dans cette situation, a une position assez particulière, parce que c'est lui qui reçoit la coopération, la volonté de coopérer du mis en cause, c'est lui qui l'apprécie, c'est lui ensuite qui va décider de l'avenir qu'il va donner à la procédure. Donc il a tous les atouts-maîtres, en quelque sorte, entre les mains, même si pour les dossiers qui sont renvoyés devant le tribunal correctionnel, c'est évidemment le tribunal qui décide. Mais le ministère public dispose donc dans le processus, en quelque sorte, d'investigation additionnelle qui conduit jusqu'à la décision, à la réponse pénale, il dispose de tous les atouts. Ça ne veut pas dire, évidemment, qu'il ne doit pas lui-même être vertueux de ce point de vue-là. J'entends par là que dès lors qu'on évoque la question de la qualité de la coopération et sa prise en compte dans la détermination de la sanction, il est peut-être nécessaire que le ministère public annonce la couleur, c'est-à-dire qu'il définisse un ensemble de lignes directrices, de lignes comportementales qui soient portées à la connaissance des personnes morales dans le cadre de la CJ, par exemple, et qui leur permettent finalement d'ajuster leur comportement au regard des exigences du ministère public en matière de coopération. Autrement dit, ce que je veux dire par là, c'est que si on veut développer les conditions d'une coopération qualitative, il est important que le ministère public se mette en ordre de marche de façon à proposer à l'ensemble des opérateurs économiques, puisqu'il s'agit de ça pour l'essentiel, un ensemble de lignes directrices et comportementales qui puissent, à ces derniers, qui puissent leur permettre, en tous les cas, de prévenir, en quelque sorte, leur comportement futur et diminuer, en quelque sorte, le risque pénal. Merci beaucoup pour ces éléments qui, je crois, ont fait plaisir à Madame Muriel Goldmay. Je pense que ça va un peu dans le sens de ses préoccupations, de ses demandes, et qui nous font réfléchir, nous qui, à l'instar du juge pénal, avons une fonction en matière répressive. Et ce que vous dites est très intéressant, et voilà, il montre bien que le droit est complètement évolutif, même dans le domaine pénal, qui est pourtant une tradition séculaire, etc. Mais tout le monde évolue, et nous aussi. Et je pense que c'est une des conclusions de ce soir. En tout cas, c'est la seule que je suis autorisé à vous donner, puisque j'avais une commande de terminer à 55, et à ma connaissance, il est 55. Donc, pardon à la salle de ne pas pouvoir prendre de questions, sinon j'encours des poursuites, si je le fais. Administratives, oui. Et je crois qu'il est temps, maintenant, en donnant à mes collègues de la table ronde le temps de plier leurs papiers. Alors d'abord, les remercier très vivement. Pardon, encore une fois, parce que vraiment, chacun d'eux a apporté des éléments très intéressants. Et avec une mention spéciale et des applaudissements spéciaux, si vous voulez bien, pour Monsieur Andrew Cottrell, qui est, voilà. Et maintenant, il me revient, je crois, de signaler et demander à tout le monde de bien vouloir rester sur place et très, très attentif, puisque la journée va être clôturée par le discours du président de l'autorité des marchés financiers, M. Robert Ophel, qui doit être quelque part. Il ne doit pas être loin. Il arrive, voilà. Monsieur le Président.